Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode un petit peu spécial aujourd'hui car on est en physique sur Token Talkers. On a la chance d'avoir avec nous Samuel Tamba qui est directeur des affaires publiques chez Accenture. Sam, comment ça va? Ça va super et vous les gars? Magnifique. Génial. Heureux de te Magnifique. voir. Très content d'être avec Tout toi. pareil, tout pareil. On va échanger à fond. Sam qui est passionné de Web3, d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, qui a fait beaucoup de choses. Tu vas nous expliquer un petit peu du coup quel est ton parcours, Sam? Bien sûr. Écoutez, merci les gars, merci à tous pour ce moment d'échange. Au niveau de mon parcours, j'ai un parcours finalement assez classique. Je suis déjà issu d'une fratrie de 3 frères et sœurs. Je suis le dernier. Et j'ai grandi à Paris, je suis né à Paris. J'ai toujours vécu à Paris, à part pour mes études. Et dans mes études, je suis allé étudier à la fois le droit, l'économie, l'intelligence économique, l'ingénierie, ce qui m'a permis d'avoir un bagage assez polymorphe, si je puis dire, pour adresser un peu les challenges qui sont devant nous dans le monde où on vit. Ok, trop bien, trop cool. Et du coup, on a vu que t'es parisien vraiment, t'es d'ici. À quel point c'est une force pour toi d'être de Paris du coup pour ce type, pour où est-ce que tu es aujourd'hui? À Bien quel point sûr. ça t'a aidé parce que des fois on dit ouais moi je suis pas de Paris, du coup j'ai pas de réseau, j'ai pas de chat, etc. À quel point c'est une force pour toi, tu penses? Écoute, je pense que peu importe d'où on vient, il y a des champs des possibles et des potentiels à réaliser, ça c'est sûr. Après, effectivement, moi je vais prêcher pour ma paroisse, j'adore ma ville, j'adore Paris, et c'est vrai qu'ici passe beaucoup de choses. On peut le voir notamment pour notre communauté Web3, elle s'est principalement structurée sur Paris avant de se décentraliser dans les territoires. Donc c'est vrai qu'en termes d'événements, en termes de connexion, il y a beaucoup d'opportunités, mais pas qu'à Paris. Donc à partir du moment où on est motivé et qu'on a plein d'envies, de projets à réaliser, je pense que peu importe d'où on vient, on peut faire ce qu'on veut. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Au niveau ascension, si tu veux nous dire un petit peu plus, comment est-ce que c'est passé encore un peu plus de détails, ton parcours et vraiment tes missions Ouais, d'aujourd'hui du coup chez Accenture? bien sûr. On va dire que ma première expérience professionnelle, moi je l'ai eue en tant qu'assistant parlementaire il y a quelques années d'un député. Et puis derrière, j'ai travaillé au cabinet du président du MEDEF, Pierre Gattaz, sur sa dernière année de mandat. Ça m'a beaucoup impressionné parce qu'on entendait souvent parler du MEDEF à la télé. Et en tant que jeune, je suis arrivé au cabinet, j'avais 22 ans. J'ai pu vraiment mettre des dossiers, des entreprises derrière le terme MEDEF et comprendre leur rôle. Et leur rôle était assez simple finalement, c'était de faire en sorte que notre tissu économique soit vraiment compétitif. Parce qu'on regarde souvent finalement notre nombril en se disant Paris, la France. Mais en fait, on est dans une compétition internationale et c'est intéressant d'avoir des acteurs comme le MEDEF. Suite à ça, je suis allé chez Engie, puis après, je suis allé chez IBM. C'est là où j'ai vraiment été immergé dans un environnement technologique. C'était hyper intéressant pour moi d'être dans un mastodonte qui a façonné l'IA depuis Watson, les enjeux de cyber, les enjeux aussi de consulting. Donc pour moi, c'était vraiment une courbe d'apprentissage assez exponentielle. Et je suis arrivé chez LinkedIn, je suis resté 4 ans, une société que je voulais vraiment rejoindre parce que j'ai toujours eu le sens de la connexion et du réseau. Et c'est vrai que LinkedIn, c'est un peu l'artefact digital de la connexion et du réseau. Donc j'ai fait 4 ans là-bas où je pilotais les partenariats publics-privés de LinkedIn en France. Et depuis quelques mois maintenant chez Accenture, sur des sujets d'affaires publiques, de relations avec le gouvernement. Je pense qu'on y reviendra un peu après, mais l'enjeu de ces métiers, c'est vraiment de faire en sorte d'éduquer les décideurs publics sur les technologies et nos environnements qui sont ultra innovants, qui changent tous les jours, pour faire en sorte qu'ils prennent les bonnes décisions sur l'encadrement de l'économie de ces technologies. Félicitations. Il y a quelque chose que tu n'as pas parlé, Sam, mais tu as eu la chance d'être publié dans Forbes, dans le Under 30. C'est quelque chose d'incroyable. Félicitations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Yes, effectivement, c'est arrivé en 2022 dans le Bravo. cadre d'un engagement associatif que j'ai avec une association d'égalité des chances qui s'appelle Diversity Days et qui a pour objectif de faire du numérique un accélérateur d'opportunités pour tous les talents, qu'ils soient de zone rurale ou de quartier. Aujourd'hui, il y a 800 000 jobs à pourvoir dans la tech et je pense qu'ils sont à pourvoir parce qu'on s'est trop concentré sur justement les profils parisiens issus de grandes écoles, alors qu'il y a plein de gens qui ont la dalle, qui ont envie de faire plein de choses. Donc nous, notre association, c'est ce qu'on fait. On va détecter ces talents. On a un programme de détection d'entrepreneurs. On a un programme aussi de reconversion professionnelle parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et il y a aussi plein de jobs salariés qui sont intéressants dans la tech.
Et donc, grâce à ça, grâce au travail de toute cette équipe, je tiens à rendre hommage à Anthony Babkin, d'ailleurs le délégué général et le cofondateur de Diversity Days. Mon travail a été mis en avant effectivement dans cette liste 30 Under 30 de Forbes en 2022. Ouais. Wow, incroyable. Et c'est pas une pression au quotidien, tout ce que tu fais, parce que quand on voit ton parcours, enfin, tout le monde n'est pas capable de le faire, parce que sinon on te montrer à ta place, et je pense qu'il y a très peu de personnes, mais quand tu nous énumères tout ce que tu as fait, ton parcours, tes connaissances, les rôles avec le gouvernement, enfin, waouh, ça te fait pas peur? Ça me fait pas Ouais. peur du tout. C'est gentil de le présenter Incroyable. comme ça. Bien sûr, il y a beaucoup de travail derrière et beaucoup de doutes dans des choix, dans des prises de risques qui sont toujours sous-pesées, et calibrées au maximum. Mais après, je suis pas Madame Irma, donc parfois, comme tout le monde aussi, je me plante. Après, pour rebondir sur ta question, je pense que en fait, ces distinctions personnelles, elles sont bien, mais c'est souvent le travail d'une équipe. Je peux faire le parallèle avec, dans le sport, des distinctions qui sont parfois individuelles, mais qui, sans une équipe, ne seraient pas accessibles. Donc, moi, j'ai vraiment le sens du collectif. Ça m'a souvent aidé. Et du coup, si aujourd'hui, ça me permet d'avoir une reconnaissance aussi de mes pairs par ce biais, j'en suis très content et ça me permet de me dire que c'est vraiment sur ça qu'il faut que je continue d'être en termes de valeur, en termes de motivation. C'est vraiment le collectif, l'équipe, un projet, un but et on avance, quoi. Waouh. Ah, c'est très impressionnant. Et quand tu parles d'équipe, de choses comme ça, on sait que tu es un homme de réseau. Comment on fait pour bâtir un réseau comme ça pour Ouais. les jeunes qui nous écoutent ou même les plus anciens? On sait que c'est l'une de tes forces. Ouais. C'est très compliqué pour beaucoup de gens de bâtir un réseau. Ouais. Comment tu fais pour bâtir ce réseau? Écoute, pour moi, j'aimerais bien le dire en anglais parce qu'ils ont une langue qui permet de vraiment synthétiser des concepts compliqués de manière simple. Mais pour moi, mon network, c'est mon network. Ouais. Et c'est vraiment important parce que j'investis du temps au même titre que d'autres investissent dans la pierre ou dans des stocks ou la crypto. Moi, je préfère investir du temps dans les relations humaines, dans le réseau, parce que aujourd'hui, c'est ma plus grande richesse. Déjà intellectuelle, culturelle, parfois interculturelle, parce qu'on rencontre aussi des gens qui ont d'autres cultures que la nôtre. Et pour moi, c'est quelque chose qui se travaille sur le temps long. Pour répondre à ta question sur comment on construit un réseau, je pense que déjà, il faut être dans une démarche d'authenticité, de sincérité dans les rencontres qu'on a. Pas essayer de survendre ce qu'on ne peut pas faire, mais plutôt essayer de se concentrer sur ses forces. Et dans ces forces-là, essayer de trouver un alignement d'intérêt avec la personne qu'on rencontre pour voir dans quelle mesure il y aurait des synergies bénéfiques pour tous. Et sur le long terme, maintenir le lien. Et de fil en aiguille, cette personne-là va se dire c'est un contact professionnel qui finalement est devenu ma connaissance, qui finalement est devenu mon ami. Et tu peux te retrouver invité au mariage d'un mec que tu avais à la base pitché sur un projet business et 4-5 ans plus tard être à son mariage. Et en fait, ça, c'est pour moi le sel de la vie, quoi. Et tu as des histoires comme ça à nous raconter? Peut-être une expérience d'une personne, là tu nous parles d'un mariage. Des milliers. Mais est-ce que, ouais, j'imagine, mais c'est assez impressionnant, hein, les gens qui arrivent à faire du réseau. Tu le dis, effectivement, quand on parle avec quelqu'un, la première chose, c'est d'essayer de toujours trouver une petite accroche pour faire une synergie. Ouais. Pour ça, il faut avoir beaucoup de connaissances, de culture. Ouais. Ça, c'est un premier point. Est-ce qu'il y a d'autres choses, à part la culture, les connaissances, pour trouver des synergies, l'intelligence, Bien le sûr. sourire, enfin, Bien sûr. qu'est-ce que... Je pense que tu donnes pas mal d'ingrédients déjà dans ta question. Effectivement, déjà, on n'est pas obligé d'être omniscient pour faire du réseau. Parce que je pense que quand on commence à se mettre en réseau, c'est qu'on va aussi dans des écosystèmes qu'on connaît et qu'on maîtrise. Donc, il y a déjà une petite couche de connaissances qui permet d'être en interaction. Après, effectivement, je pense qu'il y a ce sujet du sourire, d'avoir la banane, de ne pas être dépressif. Je pense que c'est sûr que, voilà, quelqu'un qui vient t'aborder avec un sourire, tu as beaucoup plus envie de lui répondre que quelqu'un qui tire la gueule. Et puis après, il y a aussi d'autres sujets sur ta capacité aussi à être en posture d'empathie de ton interlocuteur. Parfois, tu as un besoin que tu as envie d'émettre, mais est-ce que tu sais si la personne que tu veux toucher a le même besoin que toi? Ça, c'est important aussi de faire un peu de la due deal, de regarder c'est quoi ces 20 derniers likes ou ces 20 derniers posts sur LinkedIn pour voir un peu si tu n'as pas des petits indices qui peuvent t'aider à mieux l'approcher. Et je pense qu'au fur et à mesure, quand tu commences à être vraiment dans une démarche de réseau, tu as tellement une discipline de due deal, d'empathie, d'intelligence émotionnelle qui se met en œuvre
qu'au bout d'un moment, en fait, c'est fluide et ça devient une nature humaine et c'est comme une skin qui se met sur toi et qui, en fait, est une partie de ta personnalité, ouais. Ouais, c'est vraiment une compétence en fait que tu développes et comme toute Ouais. compétence, comme au début quand tu apprends à conduire, bah, tu es concentré au final après, bah, C'est tu l'as fait exactement tellement de ça. fois que tu peux être au téléphone même s'il faut pas le faire en même temps, tu peux C'est faire clair. d'autres choses et ça devient naturel. Et du Ouais. coup ce côté création il est ultra important et j'ai l'impression qu'en tout cas la deuxième step qui celle, va faire rapporter le plus de fruits entre guillemets, c'est Ouais. l'entretien au final Ouais. du réseau. Toi comment est-ce que tu t'y prends Bien sûr. pour faire ça? Ouais, avant de répondre sur ce point, je pense que tu as cité un mot-clé concernant le réseau, c'est le mot-clé compétence. Mm. Parce que, en fait, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est valorisable dans un entretien d'embauche ou devant des VC, si tu es entrepreneur, de pouvoir dire que tu sais fédérer. Mm. Parce que savoir fédérer, c'est aussi une capacité à mettre en réseau des gens autour de toi ou autour de ton projet. Donc ça, je pense que c'est une skills qui est essentielle et qui est aussi importante que pour un dev de faire du Python, quoi. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est au même niveau, 100%. c'est limite une hard skills. Ouais. Pour revenir après sur ta question qui est de dire comment on entretient son réseau, ben, pour moi, là, on revient au niveau des relations humaines. C'est-à-dire que, OK, il y a un sujet qui peut être business, de prospective ou intellectuel, mais en fait, je suis dans cette posture d'empathie. Donc, s'il se passe quelque chose dans l'environnement de mon contact qui peut l'intéresser, que ce soit une news qui change le cadre de son environnement, ben, je lui partage la news pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense, ou je peux lui demander si il a envie de participer à un événement auquel moi j'ai accès, que lui n'a pas, pour qu'on se voit dans un cadre aussi qui est différent. Et c'est là où il y a vraiment l'esprit du réseau qui se fait. Tu peux aussi, après, pour certains, te renseigner sur la famille, les proches, un anniversaire, un moment à célébrer, être présent. Et ça, je pense que c'est des choses qui font la différence par rapport aux personnes qui sont juste dans le transactionnel et qui sont pas forcément dans cette posture d'empathie. Ouais. Ouais, avec cette idée d'apporter de la valeur, en fait, de donner Voilà. de la valeur. Et c'est vrai que des gens se trompent, j'ai l'impression des fois, de combat, entre guillemets. Quand ils arrivent à accéder à quelqu'un, la première chose qu'ils veulent, c'est demander, alors Exactement. que c'est l'inverse, faut plutôt donner, Ouais. sans rien attendre. Et si peut-être, par les mois d'après, les semaines d'après, les années d'après, il y a quelque chose qui est fait parce que ça a été une relation qui a été entretenue, on peut demander quelque chose, mais ça met du temps aussi à arriver. Les Exactement. relations, ça peut mettre du temps à arriver à maturité, à dire ok, je t'ai rien demandé pendant 5 ans. Ouais. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à te demander. Ouais. Est-ce que tu peux me rendre Tout ce à service? fait. Et surtout, quand tu es un peu en early stage de carrière, et je pense que l'audience qui nous écoute, il y a des personnes qui sont encore en études ou qui veulent lancer un projet, qui sont vraiment au début d'une construction professionnelle. Je pense que ce que tu viens de dire, c'est clé. Moi, j'ai, dans mon expérience, plusieurs fois travaillé avec des dirigeants, et avant de travailler avec eux, j'ai passé beaucoup de temps à faire du pro bono pour eux, à essayer de porter de la valeur, à essayer de lever la main pour qu'ils se souviennent de moi et qu'ils pensent à moi sur les projets suivants qu'ils auraient pu mettre en œuvre. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et d'ailleurs, j'ai eu une anecdote assez sympa récemment où j'ai rencontré un grand CEO d'une boîte du CAC 40 qui m'a dit ça fait 7 ans que je te vois grenouiller dans les mêmes environnements que moi. Et en fait, on ne s'est jamais vraiment parlé humainement. On venait de faire un déjeuner où il a appris pas mal de choses sur d'où je viens, qui je suis, où est-ce que je voulais aller. Et en fait, il m'a dit, mais c'est marrant parce que tu confirmes plein d'hypothèses que je m'étais dites parce que je t'ai toujours croisé. Et maintenant, c'est bien que l'avenir ait fait que maintenant on soit en synergie un peu plus étroite. Et du coup, c'est ça aussi le réseau, c'est des personnes en fait qui vont te voir évoluer et qui au bout d'un moment vont te trouver d'autant plus légitime parce qu'en fait, ils savent que ta construction personnelle et tes réussites, en fait, c'était logique puisqu'ils t'ont toujours vu évoluer dans cette direction-là. Ouais. Ouais, c'est impressionnant les gens qui ont la capacité comme ça de développer un réseau. Il y en a qui sont incapables de le faire. Il y en a d'autres, c'est vraiment naturel. Il y en a qui le travaillent. Ouais. Je pense que toi, c'est un peu des deux et c'est pas facile. Ouais. Et là, quand tu parles d'entrepreneurs que tu croises, notamment de quelqu'un dans le CAC 40 qui t'a vu plusieurs fois, c'est parce que aussi tu mets du tien et Ouais. tu développes et tu travailles cette partie-là. Dans les entreprises que tu as autour de toi, est-ce que tu as des entreprises qui sont dans la tech, qui sont dans le Web 3? Comment ça se passe? Est-ce qu'eux, ils ont les mêmes mindset que les gens sur la partie gouvernementale? Comment ça s'allie? Parce que voilà, avec C'est deux ton mondes. entreprise, c'est tellement quand même deux choses différentes, Ouais. mais on sait que tu es quand même à fond dans la tech, Ouais. à fond dans le Web 3, Bien tu as un sûr. réseau immense et on le sait bien.
comment tu fais pour allier tout ça, Ouais, la tech et tout? bien sûr. C'est une très bonne question. Alors, moi, la tech, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis tombé dedans quand j'étais en études à Centrale et surtout quand je travaillais chez IBM. Parce que c'est vrai que là, on est dans une boîte centenaire qui a un track record, qui a créé les premiers ordinateurs, qui a créé les premières IA, qui est toujours dans de la R&D et dans de l'investissement. Je suis derrière, après, parti chez LinkedIn, comme je le disais, et l'environnement du SaaS. LinkedIn, qui est quand même une filiale de Microsoft. Donc, il y a aussi tout le champ des potentiels de Microsoft derrière, qui est quand même un énorme mastodonte, un giant tech, comme on dit. Et aujourd'hui, Accenture, qui est une boîte qui fait du conseil en technologie, donc qui a des alliances avec tous les hyperscalers d'AWS au cloud, Google Cloud et d'autres structures, avec aussi les Salesforce et autres qu'on intègre chez nos clients. Donc la tech, je l'ai vu à la fois sur la partie infra, la partie SaaS, maintenant la partie déploiement, consulting at scale. Et en fait, le Web3, aujourd'hui, pour moi, c'est l'écosystème le plus pirate de la tech parce que on est dans la disruption continuelle avec des innovations, des grappes d'innovation toutes les semaines, des équipes techniques qui font avancer en fait l'écosystème grandement. Là, par exemple, je suis vraiment impressionné par ce qui se passe dans l'écosystème des smart roll-up. Euh, Franchement, c'est incroyable de se dire que les mathématiques peuvent permettre d'avoir ce niveau de précision pour être sûr que tes charges et tes responsabilités dans un contrat, dans un smart contract, soient bien respectées et que tu aies le bon tiers de confiance pour la finalité de ton geste. Ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Donc, c'est un truc qui m'intéresse. Et pour répondre sur ta question de comment je fais pour finalement jongler entre ces écosystèmes et des écosystèmes aussi qui sont très éloignés, comme celui de la sphère institutionnelle, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'alignement des intérêts. Plus il y a du monde autour de la table, plus j'arrive à aligner les intérêts. Faire un pont entre les deux? Faire plus que des ponts, finalement, faire un goulot d'étranglement qui arrive sur un entonnoir où finalement des personnes qui ont des angles de vue différents vont réussir à se taper dans la main parce qu'ils vont avoir une problématique commune. Et aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe à Bruxelles sur l'AI Act, avec tout ce qui s'est passé avant sur DMA, DSA, même dans le Web3, Mika, d'autres textes qui sont aussi en train d'arriver, en fait, ces personnes-là ont besoin d'être interfacées auprès des meilleures entreprises et des meilleurs entrepreneurs qui créent ces écosystèmes, qui sont les pionniers et qui sont en capacité de pouvoir leur dire « Guys, si l'innovation, elle va dans cette direction-là et que vous la régulez de cette manière-là, on peut pumper ou on peut mourir. » Et ça, du coup, moi, le fait d'être finalement au carrefour de tout ça, ça me permet de faire naviguer un écosystème sur ces questions-là et vraiment d'avoir de l'impact. Et pour vous donner un exemple, dans le Web3, il y a l'équipe de MetaFight qui fait un super job sur ça et Julia, notamment la co-founder, qui a apporté pas mal de discussions au niveau du cabinet de Bruno Le Maire pour que les actifs numériques soient mieux considérés par l'État. Et ça, c'est des trucs qui sont essentiels. Et elle le fait brillamment comme d'autres et on est plein en fait à être dans cette démarche. Et je pense que c'est l'une des forces de la tech. C'est cette partie ascenseur social qui permet en fait à des gens qui viennent sans diplôme, sans forcément un accès à la base, peut-être à des réseaux, des connaissances. Et en fait, je pense que c'est vraiment cette nouveauté du Web3 qui laisse la possibilité à des gens et à la tech de venir, de se former un petit peu comme ça sur le tard avec des vidéos YouTube, avec des choses comme ça et qui se disent, OK, maintenant, ce qui était peut-être pas possible pour moi, parce que j'avais pas les diplômes, peut-être pas les budgets, pas la famille, etc. Bah moi, je peux le faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages Ouais, aussi? clairement, à 100%. Ok. 100% de ce que tu viens de dire. Tout simplement parce que pour moi, la meilleure université du monde, c'est YouTube, officielle. Je pense qu'on le voit dans l'écosystème Web3. Il n'y a aucun diplôme, à part des projets comme la BBS qui ont été lancés il y a quelques mois. Mais il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État, inscrit dans le temps depuis 10 ans, qui structure l'écosystème. Et donc, le do your own research, il est vraiment important. Le fait de se dire que tu crées quelque chose from scratch en faisant la combinaison de code, de mathématiques, de sociologie, de philosophie, de macroéconomie. En fait, finalement, tu fais parler aussi des gens qui n'étaient jamais amenés à se rencontrer dans l'écosystème Web3, qui est hyper intéressant. Moi, regarde, par exemple, je fais des affaires publiques, je suis ce qu'on pourrait appeler un lobbyiste,
Et aujourd'hui, j'ai toute ma place dans cet écosystème au même titre que des avocats. Donc, c'est hyper intéressant. Et sur la partie assesseur social de la tech, alors là, c'est même pas à 100% que je suis d'accord, c'est à 1000%. Ah ouais. Je vais vous donner 2 éléments factuels qui le prouvent. Quand tu regardes les plus grosses valorisations boursières au Nasdaq ou sur les indices américains, aujourd'hui, les CEO qui sont issus de minorités visibles ou qui sont vraiment dans une logique de gender equality, où tu vois des femmes à la tête de grosses boîtes, c'est que des boîtes tech, tu vois. C'est vrai. Tu vas prendre typiquement les CEO de Microsoft, Uber, Google, ils sont tous issus de minorités visibles. IBM a eu Ginny Rometty qui était quand même la CEO et la chairman d'IBM. Accenture, la chairman et la CEO, Julie Sweet, c'est une femme qui est exceptionnelle. Et en fait, quand tu regardes après le CAC 40 ou d'autres indices européens traditionnels, ben, on est toujours, je crois, à une femme sur 40 dans le CAC, chez Orange. Et ça te montre aussi qu'il y a une économie plus traditionnelle qui est moins ouverte au changement et que la tech a un accélérateur à particules incroyable. Et toi, dans le secteur de la tech, franchement, je pourrais t'écouter des heures. C'est trop intéressant. Mais et toi, dans le secteur de la tech, tu es aussi là pour rassurer le gouvernement. Quel est ton rôle justement avec Accenture? C'est de leur donner des informations, dire, bah voilà, il y a des nouveaux écosystèmes qui se créent avec des gens qui n'ont pas forcément suivi le chemin standard. Et est-ce que toi, ton objectif, c'est de gérer les incertitudes des gouvernements en leur expliquant que malgré tout, que ce soit la tech, que ce soit le Web3, que ce soit les cryptos, la blockchain et tout, c'est des écosystèmes qui sont très intelligents. Il y a bien sûr des gens qui ne font pas bien les choses, mais il y a quand même des jeunes qui cartonnent. Comment tu peux gérer cette incertitude Bien sûr. et les rassurer en permanence? Écoute, je ne sais pas si on les rassure, mais ce qui est sûr, c'est qu'on leur apporte des éléments tangibles pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Ok. C'est vraiment un mécanisme de décision éclairée. En tout cas, on leur dit, et c'est des enjeux qui concernent des montants, des écosystèmes, des talents tellement importants que vous ne pouvez pas vous permettre de juste consulter 3 députés et un mec à la Cour des comptes pour prendre ce type de décision sur le temps long. Surtout qu'on est dans une compétition qui est internationale. Donc, un groupe comme Accenture, l'intérêt, c'est que nous, on travaille avec les 2000 plus grosses entreprises dans le monde et les plus grands États du monde. Donc, on est en capacité aussi de pouvoir dire ce qui a marché, ce qui ne marche pas à économie équivalente. Donc, ça, c'est vrai que pour eux, c'est toujours très intéressant d'avoir cette vision un peu prospective, benchmark, où ils sont en capacité de pouvoir après faire du parcours à la carte et du pick and choose. Et moi, mon rôle, il est vraiment de faire en sorte que les bonnes personnes se parlent au bon moment. Il y a souvent des questions de momentum. Typiquement, il y a eu des discussions qui ont été faites bien en amont de l'AI Act pour être sûr que l'AI Act aille dans la bonne direction. Et heureusement qu'on l'a fait parce que si on l'avait fait 6 mois après le texte, on aurait clairement été embêté. Et donc, ça, je pense que ça fait partie aussi de ce rôle de connecteur, d'alignement d'intérêts que j'expliquais tout à l'heure, qui est un peu le mien, mon ADN et mon métier, où j'essaye de faire en sorte qu'au bon moment, les bonnes personnes se parlent sur les bons sujets, au service de la compétitivité de nos entreprises et plus largement de notre pays, parce que après on y reviendra, mais moi en tout cas c'est quelque chose qui m'anime, de me dire que notre pays dans le concert des nations a encore une voix qui porte. Et pour toi, au niveau du Web3, le pays, il est ouvert encore enfin, il est ouvert, parce que on le sait, et on en avait parlé aussi en off une fois, la France a parfois du retard, et même l'Europe hein, en général, sur le secteur de la tech. Ils ont loupé un peu le Web 1, le Web 2, le cloud. Maintenant, on se bagarre pour essayer de retrouver un petit peu une souveraineté sur cette partie-là. Est-ce que sur le Web 3, tu les sens en avance, tu les sens ouverts? Est-ce que tu les sens à nous accompagner sans aller dans la partie régulation AMF et tout? Mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens sur lequel ils veulent pas louper cette vague en fait? Alors, peut-être pas forcément l'État, Mhm. au sens politique du terme, qui là, pour l'instant, au vu de l'actualité, a d'autres sujets à traiter que la blockchain et son adoption at scale. En revanche, l'écosystème français du Web3, pour moi, fait partie des tout meilleurs écosystèmes européens et mondiaux. Mhm. On a la chance déjà d'avoir des pontes du Web3 en France, mondiaux. On les connaît tous, hein, qui ont créé des boîtes incroyables comme Ledger, Sandbox et d'autres. Donc ça, déjà, je pense qu'en termes de transmission pour l'écosystème, ça élève le niveau à une ligue, niveau Ligue des Champions, en fait.
Donc Cool. ça, c'est vraiment top. Après, je trouve que on a aussi énormément d'écosystèmes qui ont réussi à faire des différences sur des sujets comme la DeFi, des sujets comme le stacking. Je pense que ce que fait, par exemple, Kiln ou d'autres boîtes, c'est vraiment des choses qui sont exceptionnelles. Et le dernier point, c'est qu'on a vu aussi beaucoup de gros acteurs mondiaux du Web3 venir investir en France et s'installer en France. Et ça, je pense que c'est pour moi le marqueur d'une dynamique plutôt positive. Et si effectivement derrière les régulateurs et l'État aussi continuent à donner des incentives, à mon avis, c'est une dynamique qui va s'amplifier et qui fera en sorte que la France soit très très bien positionnée dans la carte mondiale du Web3. Ouais, c'est mon espoir et aujourd'hui, je suis plutôt confiant. Ouais. Ok. C'est tellement intéressant de t'écouter parler. On apprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. C'est fou. Il y avait aussi, on parlait de ça, je crois que c'était hier, tu me parlais qu'il y avait un projet de loi qui s'appelait Sorar, non? Mais Sorar est en Oui. train de créer directement son projet de loi. Tu as des Ça a infos été par rapport à ça? validé. J'ai Ouais, bien pas, j'ai sûr. pas vu trop de l'actualité. Bien sûr. Bien sûr. Alors, justement, je mentionnais Julia tout à l'heure de l'équipe de MetaFight, qui est l'une des fers de lance qui porte ce projet Sorar à Bercy. On est en fait sur l'encadrement des jeux en ligne nécessitant des crypto-actifs et donc avec des manipulations de transactions. Il y a bien sûr la limitation de l'accès à ces jeux pour les profils mineurs, ça c'est tout à fait normal. Et il y a après toute une pédagogie pour pas que ce soit associé à du Des jeux gambling d'argent, ou des jeux d'argent. Et donc il y a eu un travail immense qui a été fait par toute cette équipe pour expliquer la différence entre les paris sportifs et le Web3 gaming et notamment tout ce qui touche au play to earn. Et je pense qu'ils ont réussi à faire le job. Je ne vais pas en dire plus parce qu'aujourd'hui, on est à la phase de préfiguration du texte. Ok. Et donc, le texte n'est pas encore abouti. Donc, c'est possible que je dise finalement, ça va dans la bonne direction, mais pas du tout. Donc, je dis Joker et on verra ce qui ressort. Mais ce qui est sûr, c'est que les acteurs qui créent cet écosystème ont été entendus, ont été reçus. Et ça, c'est typiquement ce qui va dans le sens de la décision éclairée que j'évoquais tout à l'heure. Ouais. Et dans la partie IA, Ouais. est-ce qu'ils ont la même ouverture? Parce qu'on associe souvent l'IA au Web3. Ouais. Moi, je pense que ça en fait partie. Ouais. Mais dans un premier temps, les gens, quand ils entendent parler Web3, c'est plutôt crypto, blockchain, mais l'IA, ça en fait partie. Est-ce que dans la partie gouvernementale, c'est pareil, c'est un sujet? Parce que l'IA, ça fait peur à beaucoup de gens. On va même maintenant avec des IA, peut-être avec une puce dans le cerveau, à la Elon Musk et tout. Il y en a qui adorent. Il y en a qui ont peur. Il y a la partie métaverse aussi, qui est le monde qui est en train de se faire. On parlait du Play to Earn avant, et tu parlais de MetaFi qui justement travaille là-dedans. Comment le gouvernement gère cette partie-là, ou comment toi aussi, dans ton réseau, tes relations, comment tu mets ça en avant? Comment tu t'expliques tout ça? Alors, l'IA, c'est clairement le hot topic depuis plus d'un an, en tout cas dans la sphère institutionnelle. Dans la sphère technique, ça fait plus de 10 ans, voire 15 ans que pas mal de mecs font du ML et travaillent sur des modèles fondamentaux. Au niveau de la sphère instit, clairement, l'IA égale ChatGPT, IA égale OpenAI. Et donc, aujourd'hui, ça ne se joue pas à l'échelle française, clairement. Ça se joue à l'échelle de Bruxelles, de la Commission européenne, où il y a eu cette régulation qui est sortie, qui est en phase de finalisation, là. Mais dans les grandes lignes, le texte pose des standards sur les modèles fondamentaux pour faire en sorte qu'ils soient respectant des droits humains, des droits civiques et de la liberté de chacun de pouvoir les exploiter ou de ne pas les exploiter. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont importantes parce que l'Europe, c'est aussi des valeurs. Sur comment on fait pour porter ces sujets-là à la bonne échelle, je pense que des structures dans le Web3 comme la DAN font le job clairement en portant du plaidoyer au bon niveau avec des bons experts et ils le font très bien sur le Web3. Et il y a des structures équivalentes sur l'IA. Alors il y en a beaucoup plus parce que forcément il y a différents intérêts dans l'IA et c'est une guerre aussi qui est un peu géopolitique. L'IA américaine n'est pas la même que l'IA chinoise. Et demain, l'IA européenne, quand on aura des modèles qui seront suffisamment larges, sera peut-être pas la même que ces deux précédentes. Donc, tout l'enjeu est vraiment d'avoir une proximité et des vases communicants entre les pionniers, ceux qui build,
derrière ceux qui opèrent at scale, ceux qui run, et le triptyque à la fin, c'est ceux qui régulent et structurent. Et ces vases communicants, s'ils sont bien faits, on peut avoir un écosystème qui tire vers le haut et qui, derrière, promeut un environnement compétitif. D'accord. C'est fou parce que là, tu parlais justement de géopolitique, partie relationnelle, etc. Et la tech, on a souvent tendance à se dire que la tech, c'est un peu un monde à part. Ouais. C'est un peu un écosystème qui s'autosuffit à lui-même, qui a besoin de personne. Sauf qu'effectivement, la partie géopolitique rentre en jeu. Bien sûr. Il y a il y a la partie Davos, il y a les parties élections américaines, par exemple, cette année. Bien sûr. Est-ce que toi, c'est des choses qui peuvent influer sur la tech ou c'est vraiment un écosystème qui est seul, un peu autonome, qui se suffit à lui-même, ou vraiment la partie géopolitique doit y jouer un rôle? Alors, elle joue un rôle à 100%. Et d'ailleurs, cette année, c'est une année qui est particulièrement historique puisque c'est l'année où il y aura le plus d'élections dans le monde. Ok. Il y a à peu près 54 pays qui vont être amenés à changer de gouvernement ou de dirigeant. C'est C'est historique. énorme. C'est énorme. c'est Ça fait énorme. un tiers. Ça fait Plus de quasi- 30%. ça fait 25% à peu près des pays qui sont recensés par l'ONU. Wow. Waouh. Sachant que effectivement, on pourrait remonter au tiers, comme tu le dis, puisque il y a aussi les élections européennes qui touchent 27 États membres. Ouais. Et donc, de facto, il y a des élections qui sont à l'échelle continentale qui touchent beaucoup plus d'habitants. Donc, ouais, effectivement, on va être amené à voter. Ces votes, ils vont avoir des choix et des conséquences. Et donc, ces conséquences vont avoir un impact sur la tech, comme elles auront un impact sur la santé, l'éducation, les infrastructures. Finalement, la tech, c'est vrai qu'elle a toujours été pensée comme étant à part dans sa disruption originelle, mais finalement, elle est totalement ancrée dans ces sujets-là, puisqu'elle bénéficie de ruissellements économiques qui viennent soit d'États, soit de grands acteurs, mais qui sont complètement impactés par ce qui se passe aussi dans la sphère institutionnelle. Demain, je vous donne un exemple. Il y a un pays qui dit que sa monnaie, il y a un nouveau dirigeant, et ce dirigeant dit que sa monnaie, ben, en fait, c'est l'USD, ben, ce sera l'USD, quoi. Et en fait, ça, c'est concret. On peut pas, on peut pas y échapper. Et donc, c'est vrai, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, notamment parce que l'Europe a une volonté de protéger ses usagers. Donc, c'était le cas pour MiCA et tous les règlements qu'on a évoqués, DSA, DMA et AI Act. Mais du coup, tu as aussi des zones géographiques qui font l'opposé de nous pour récupérer des investissements étrangers qui n'iraient plus vers nous au vu de ces contraintes en termes d'un point de vue investisseur. Donc ça aussi, il y a une dynamique de la régulation qui est purement géopolitique Ça, c'est sûr, et qui du coup participe à la course à l'armement, qu'il soit juridique, économique ou technique. Et on le voit aussi beaucoup sur la partie, nous qui sommes de la tech, du Web3, avec différentes sociétés, on le voit avec des pays qui facilitent les accès à la réglementation, qui facilitent les accès au financement pour justement aller récupérer des sociétés de la tech. On a des pays, bon, je ne vais peut-être pas citer tous les pays, mais là, on a des pays, on connaît tous Dubaï, l'Arabie Saoudite, qui facilitent justement les entrepreneurs, qui facilitent leur vie, qui leur disent venez dans notre pays, on va développer plus vite, vous allez payer moins d'impôts. La partie agrément, ok, on va vous la donner, mais vous pourrez quand même travailler sans agrément. Bon, après, on ne peut pas forcément toucher le marché européen. Bien et sûr. ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, je pense, les gouvernements et toi aussi, vous devez vous batailler en permanence Bien sûr. pour être au niveau. Alors bon, moi, toute proportion gardée, parce que je suis juste un ersatz dans cet écosystème, il y a plein de gens qui travaillent sur ça. Mais tu vois, tu citais des pays hors Europe, mais même en Europe, il y a le Portugal, par exemple, qui a Oui, c'est vrai. une politique ultra attrayante pour les entrepreneurs du Web3. Et effectivement, ça fait partie de ces dumpings intra-européens qu'il y a entre les États membres de l'Union, où chacun essaye de tirer des investissements étrangers par rapport à une posture ou à une réglementation favorable à un écosystème qui souhaite toucher. Ouais, ça c'est clair. Et comment tu perçois, toi, qui a ces deux ponts, ces deux facettes, comment tu perçois la volonté des gens de la tech de se rapprocher de la partie gouvernementale et la partie gouvernementale de se rapprocher de la tech? Toi, ton métier, c'est de faire justement le pont entre les deux. Ouais. Comment tu le perçois? Est-ce qu'ils ont vraiment
chacun dit moi j'avance de mon côté et puis on verra les informations que je vais recevoir ou Ouais. qu'on va me donner, ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'échange? Je pense que là, il y a vraiment une maturité au niveau des entrepreneurs tech, qu'ils soient dans le Web3 ou pas forcément dans le Web3, Ok. de parler à la sphère institutionnelle. Parce que tout le monde a compris que, Tu peux pas avancer sans eux. en fait, c'est eux qui définissent le cadre. Ouais. Donc, si en tout cas le cadre n'est pas favorable à ton activité, autant changer de métier ou de région. Oui. Donc ça, je pense qu'il y a une vraie volonté pour la première vague d'entrepreneurs qui génèrent de l'ARR, arrive à une taille critique, veut commencer à avoir une empreinte continentale, voire internationale, ils sont obligés. Il y a plein d'exemples qui montrent que c'est important. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé pour Binance aux États-Unis. Mhm. Enfin, on pourrait parler de plein de sujets. Enfin voilà, ça c'est clairement compris et acté pour les entrepreneurs de ce niveau-là. Pour la sphère institutionnelle, on va dire que pour moi la variable c'est vraiment le momentum. Il y a une question de timing pour avoir ces discussions parce que forcément la politique va bien au-delà de la tech et donc elle ne peut pas forcément avoir toute l'année un focus sur la structuration de l'IA ou la structuration de la blockchain. Mais il y a des moments, des temps forts, des moments qu'il faut connaître où en fait on sait que c'est le moment où on peut remonter des propositions. Typiquement en France, la séquence tout autour de Vivatech, on sait très bien que 15 jours avant, 15 jours après, c'est le moment de faire des position papers pour commencer à proposer des idées parce qu'on aura un temps d'attention et un temps d'acuité intellectuelle du côté politique ou étatique qui sera beaucoup plus élevé que, je ne sais pas, à un autre moment de l'année où on sera plutôt sur la loi programmation climat ou la loi programmation militaire ou le projet de loi de finances où là, bon, voilà. Et donc c'est là où je pense que il y a ce sujet de maturité et les profils comme moi sont importants pour ces entrepreneurs ou pour ces entreprises parce qu'en fait nous on connaît, on vit dans ce monde, dans ces deux mondes et donc on sait quand est-ce que sont les bons timings pour toucher la sphère institutionnelle et après les bons us et coutumes, les codes pour se faire comprendre, se faire accepter, que nos plaidoyers soient impactants et que la pédagogie prenne. Et tout ça, c'est un peu finalement une science qui n'est pas forcément infuse et qui nécessite de la pratique. Et c'est là où effectivement on peut être très impactant pour un business, une société ou un entrepreneur. Compris. Et quand tu parles d'impact, Ouais. il y a quelque chose qui m'intéresse chez toi, c'est que tu as un impact quand tu parles. Tu as un impact chez les jeunes entrepreneurs qui viennent de se créer, les parties, les grosses sphères. Comment tu gères d'une partie un peu plus privée le stress? Enfin, on sait qu'il y a des jeunes entrepreneurs, le jour où ils vont rencontrer leur premier investisseur, limite ils ne dorment pas pendant une semaine. Toi, t'enchaînes plusieurs fois par jour, des rendez-vous où peut-être même la plupart d'entre nous, on n'aimerait pas y être parce que c'est quand même... Comment tu gères en termes perso ce stress? Est-ce que tu n'es pas du tout stressé? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton côté perso? Ouais, Comment bien tu gères sûr, ça? bien sûr. Je pense qu'il y a du bon stress. En fait, je pense que c'est bon d'être stressé. C'est-à-dire que On est vivant. ouais, déjà, on se sent vivant. On est vivant. Voilà, on n'est pas un robot. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a rarement des gens qui font de grandes choses sans être stressés. Et si c'est le cas, soit c'est que c'est des surhommes ou des surfemmes, et il n'y en a pas beaucoup, soit c'est que c'est des escrocs, en fait. Parce que tu peux pas te mettre en mouvement, prendre des risques, aller dans des écosystèmes que tu connais pas, créer des ponts dans des environnements que tu maîtrises pas, sans avoir une part de stress. Donc, en tout cas, moi, c'est une conviction que j'ai. Et du coup, j'ai tous les jours du bon stress. Il y a aussi du mauvais stress. Ça, c'est le stress qui, justement, te met plus dans cette capacité de proaction et de mouvement. Et qui, du coup, te stresse tellement que tu es tétanisé, que tu es annihilé et que tu restes dans ton canapé, en fait. Mais le bon stress, pour moi, il est là. C'est cette capacité à toujours continuer à prendre des risques et aller de l'avant. Et pour répondre à ta question, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est cette fameuse feedback loop, puisqu'à chaque fois que je prends des risques ou que je suis proactif, j'ai un feedback, sauf que plus je le fais à haute fréquence, plus du coup, je comprends et j'affine du coup mes skills, ma personnalité, mon fond, et je sais sur quoi je dois me développer ou m'améliorer pour la suite. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est une manière aussi de faire de l'introspection continuelle et de toujours mieux apprendre à se connaître
pour mieux gérer des situations qu'on ne connaît pas. Ouais, je trouve ça intéressant parce que les gens peuvent avoir ce côté ok, je suis stressé, mais au final, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a tellement de stress qui est causé par l'inaction, alors que ce que tu dis, c'est ultra pertinent parce qu'au final, quand tu vas faire des actions, bah, tu as ton feedback. Ok, donc j'ai fait cette action, j'ai un feedback. Ok, je vais refaire une action, je vais avoir un autre feedback. Et c'est la meilleure façon de baisser le stress, de détruire le stress parce qu'au final, tu vois ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de stress, on peut se dire, ou c'est plutôt de l'anxiété où les gens vont se dire, ok, vont se poser, si je fais ci, si je fais ça, si je fais ci. Au final, ok, prends ton action, prends ton risque, Ouais. regarde ton feedback, ok. Et d'être plus en action qu'en pensée, Ouais. c'est là où au final, ben, le stress, tu l'enlèves et tu dis, bon, écoute, on va faire, on va voir. Bien sûr. Et puis on va voir ce qui se passe. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et pour donner un exemple qui va dans ce sens-là, prenons l'exemple de quelqu'un qui serait dans une situation où il est à la recherche d'un job parce qu'il vient de finir ses études. Souvent, il y a le stress de je ne vais pas contacter quelqu'un qui fait le métier qui m'intéresse alors que c'est une source primaire d'information qui pourrait être hyper utile. Alors, bien sûr, il ne faut jamais déranger des gens pour les déranger, mais si c'est bien amené et qu'il y a un travail de fond, cette fameuse empathie dont je parlais, il disait, je vois que vous travaillez sur ça, j'ai fait des études sur ce sujet, mon mémoire de fin d'études est sur ce sujet, j'aimerais par exemple que vous puissiez juste le relire ou me donner un avis ou participer à une enquête que je suis en train de faire. Mais là, en fait, on arrive dans une démarche où si la personne ne vous répond pas, c'est pas grave, vous aurez essayé. Et en fait, ça mange pas de pain parce que en relisant votre message, même 6 mois plus tard, il verra qu'il y avait du fond. Et si la personne vous répond, c'est tout bénef. Et pour moi, ça, c'est un bon stress de se dire comment je vais contacter quelqu'un, quoi. Parce qu'il faut que j'arrive à trouver l'angle où il y aura des capteurs ou des mots-clés où cette personne va se dire, OK, il comprend mon écosystème, il sait qui je suis, il s'est intéressé à moi. Donc, je vais répondre à ce jeune ou je vais répondre à cette jeune fille. Alors que le côté, non, je ne vais pas le faire parce que c'est quelqu'un qui a un trop gros pédigré et tout, finalement, on loupe une opportunité et on n'est même pas dans une logique où on reçoit du feedback. Donc, c'est la double peine. Ouais. J'ai mon père qui me disait tout le temps, si tu poses pas la question, tu peux pas avoir la réponse. Exactement. Si tu demandes pas, on va pas te donner. Et c'est vraiment ça. C'est au final, ça. c'est comme on peut aller en boîte et si on va pas parler aux filles, c'est sûr qu'il va rien se passer. Au final, peut-être que tu vas aller en parler à 10. Il y en a 9 qui vont te dire non. Et la 10e, peut-être qu'elle va Tu vas te marier. te répondre. C'est ça. C'est ça. Et il y a un truc, en tout cas moi, qui m'aide beaucoup dans ça. C'est une matrice qui s'appelle la matrice MICE. Okay. Qui a été créée par le MI6, qui est l'équivalent de la DGSE au UK. Okay. Ils ont créé cette doctrine dans les années 70 pour recruter leurs espions. Et en fait, MICE, c'est M comme money, I comme idéologie, C comme compromission, souvent pour le sexe, et E comme l'ego. Et en fait, si tu veux recruter quelqu'un ou en tout cas convaincre quelqu'un, tu verras vite qu'il va souvent être touché par l'une de ces 4 dimensions, voire plusieurs de ces 4 dimensions. Et donc, si tu comprends que tu t'adresses à quelqu'un qui est purement dans l'idéologie, par exemple, autant arriver avec un verbatim qui va dans le sens de son idéologie. Si tu vas vers quelqu'un qui est peut-être un peu vénal, là, dans ce cas-là, tu vas plutôt mettre en avant le fait qu'il y a une opportunité économique pour lui, et ainsi de suite. Et ça, c'est vrai que moi, ça m'aide beaucoup à rentrer en relation avec certaines personnes. Alors, bien sûr, ce ne sont que des hypothèses. Si tu as des personnes après qui connaissent ta cible, qui peuvent dire « Ah non, il est plus comme ci, plus comme ça », ça te permet de t'aiguiller. Mais en tout cas, normalement, on répond tous. On est tous réceptifs à ces 4 dimensions de cette matrice. Intéressant, je ne connaissais pas. Moi, pareil, c'est la première fois que j'en entends parler. Bon, on a encore appris quelque chose avec toi aujourd'hui, Sam. Quand tu es arrivé, on a vu que tu étais un homme très débordé. On va pas dire ce qui s'est passé en off, mais tu es vraiment sous l'eau. Et souvent, les jeunes entrepreneurs ou même les entrepreneurs, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer, c'est-à-dire d'être complètement sous l'eau, parce que ça arrive dans tous les côtés. Des fois, on a même du mal à dire non, parce qu'on veut tout prendre, on se dit on ne sait jamais, je prends tout. Est-ce que toi, de ton côté, tu as une routine? Est-ce que pour toi, tu as réussi à mettre des choses en place pour gérer cette partie-là? Et puis peut-être aussi gérer, alors c'est une autre question dans la question, mais peut-être l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, parce qu'on sait que c'est très difficile. Le téléphone sonne toute la journée, et pour toi encore plus sûrement. Comment tu fais pour gérer tout ça?
Ouais, alors ça, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que je me suis souvent retrouvé débordé dans des situations où j'avais pris trop d'engagements Mm. que je voulais absolument tenir parce que quand on prend un engagement, il faut le tenir. Et parfois, c'était au détriment de ma vie perso, effectivement, et c'était compliqué à gérer. Aujourd'hui, j'ai trouvé depuis maintenant 3 4 ans quelques moyens mémotechniques qui m'aident à mieux piloter ma vie au quotidien. Euh, Déjà, je fais des 30, 60, 90 jours parce que je pense que je ne peux pas voir à plus loin dans ma vie. Ok. J'ai des objectifs qui vont à plus loin, mais j'ai pas de charge opérationnelle qui va à plus loin. Donc déjà, je sais sur 30, 60, 90 jours, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et après, j'ai rajouté une deuxième dimension qui est finalement trois dimensions qui nous touchent au quotidien. Il y a nous avec nous-mêmes, donc la partie vraiment soi avec soi-même. La deuxième partie qui est soi avec ses proches. Et la troisième partie qui est soi avec son environnement de travail. Et en fait, le fait de les distinguer, c'est hyper important parce que c'est trois dimensions qui nous impactent au quotidien. Et je pense que si on ne les distingue pas, ça peut vite aussi nous submerger. Moi, typiquement, moi avec moi-même, j'avais un objectif qui était d'arrêter de dire oui à tout. Je suis souvent, moi je suis plutôt optimiste, donc dès qu'il y a une bonne idée, je suis toujours chaud. Mhm. Et puis après, parfois ça peut me mettre en difficulté. Et donc pendant longtemps, j'ai travaillé sur cette capacité à pouvoir dire non. Et c'est OK de dire non. C'est Je poli. tiens à le dire. Non, Ouais. mais c'est poli. Et c'est même plus respectueux pour la personne Tellement. parce que tu peux dire non de plein de manières. Tous les mois, je me dis, OK, sur cet objectif, par exemple, de dire non, combien de fois tu as dit non ce mois-ci? Est-ce que tu as vraiment réussi? Et comment tu aurais pu faire mieux? Et du coup, je le monitore et ça me permet du coup d'évoluer. Et donc, après, on met à jour ses objectifs et on en a dans la sphère avec ses proches, passer plus de temps avec ses proches, dans la sphère professionnelle, on en a tous. Et moi, ça m'a vraiment permis, en tout cas, d'être dans une démarche de croissance personnelle que je mesure et qui est vraiment bénéfique, quoi. Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Et du coup, tu as trouvé un équilibre comme ça Ouais, ouais. Il t'a fallu combien de temps pour trouver le bon équilibre à peu près? Écoute, Tu parlais de 3-4 ans, c'est ça? je pense que bon, moi, je fonctionne comme ça parce que je suis plutôt quelqu'un de pragmatique et donc j'ai besoin d'avoir de la data pour contrôler que je progresse. Mais après, il y a des gens qui peuvent trouver d'autres formes de rituels. Il y a plein de manières de trouver son équilibre. Moi, en tout cas, une fois que j'ai trouvé ces éléments, je me les applique quotidiennement depuis 4 ans. Et maintenant, après, il faut juste avoir la discipline de le faire dans une démarche authentique, d'introspection, de ne pas se voiler la face aussi sur ses faiblesses et d'essayer de les corriger. Ouais. Et si tu as la bonne discipline, effectivement, tu progresses. Je pense que la discipline, c'est la clé de Ouais. l'entrepreneuriat. Ouais, clairement. Et même de la vie de tous les jours. Ouais. Souvent, on dit il faut être motivé, il faut avoir du jus, il faut faire des choses, il faut avoir de l'argent, du réseau et tout. Il y a plein de choses à avoir. Mais je pense que la base et la clé de la vie de tous les jours, c'est la discipline. Ouais, Ouais, clairement. ouais. Clairement. Et en fait, pour moi, le plus dur, c'est pas forcément d'atteindre ses objectifs, c'est de les maintenir. Hmm. Il y a plein de gens qui veulent intégrer des environnements qui arrivent et après qui repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Et ça, pour moi, la discipline aussi, c'est à dire trouver sa zone de génie. Parce que quand tu trouves ta zone de génie, tu es dans une phase exploratoire qui peut durer en fait toute une vie. Avec des pivots, des renouvellements. Et ça, c'est hyper important. Et un autre point aussi qui est essentiel, c'est que ça fait aussi lien avec le réseau, la discipline. Mhm. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait d'engagement. Tu prends un engagement avec quelqu'un, tu tiens pas, c'est directement ton image qui est en fait ta marque personnelle T'es qui cramé. en Ouais. pâtit. Et donc, avoir la discipline de tenir ses engagements, avoir la discipline de maintenir le contact, avoir la discipline de toujours rester consistant, ben là, en fait, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui sont un peu bons et ceux qui sont très bons. Et on le voit. Je pense que là où c'est le plus visible, c'est dans le sport. Parce que
leur instrument, c'est leur corps. Donc, il faut le sculpter, le façonner pour reproduire le geste à un niveau de perception, de perfection qui, limite, devient de l'inné. Mais dans l'entrepreneuriat et dans le salariat, c'est exactement pareil. Je pense que si on veut être successful et en plus de ça, commencer à avoir un rayonnement national, européen ou mondial, alors là, encore plus, si on va dans cette dimension-là, il faut avoir de la discipline dans l'engagement. Ouais. Toi, tu es assez fort, toi, Lupo, dans la partie discipline aussi. Hein. C'est quelque chose que de... C'est quelque chose, en tout cas, je crois beaucoup. Je crois vraiment que la discipline, c'est une forme très profonde d'amour pour soi. Parce que je pense que c'est ça qui t'aide à accéder à d'autres sphères auxquelles tu n'accéderais pas si tu fais ça. Et je crois vraiment que la discipline, c'est vraiment la plus haute forme d'amour qu'on peut avoir pour soi, parce que quand on applique cette discipline pour soi, pour aller atteindre, et quand des années plus tard ou des mois plus tard, on regarde, on dit, en fait, j'y suis arrivé parce que je me suis obligé de faire ça, je me suis forcé à faire ça. Bah c'est pour soi, quoi. C'est vraiment le fait de se dire quelle est la personne que je veux devenir et comment est-ce que je peux rendre cette personne fière avec mes actions que je fais au quotidien. Et voilà, c'est la discipline, c'est qu'est-ce que la personne que je veux être fait. Ok, donc je dois le faire. Exactement. C'est de la foi en soi, c'est de l'amour pour soi. Mais oui, je pense que dans tous les cas, derrière la discipline se cache cette forme d'amour pour soi et qui est très très grande. Et les gens qui ne font pas preuve de discipline pour eux-mêmes, je pense que ce sont les gens qui ont les plus gros regrets derrière. Ils se disent, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi est-ce que... Ouais. Et le poids des regrets, qui est pour moi l'un des plus... qui est un peu moins un gros moteur, en tout cas, de plein de choses que je fais. Je me dis... vaut mieux avoir des remords que des regrets, ça c'est sûr. Et pour revenir sur la discipline, il y a un point qui est essentiel aussi, c'est que, mine de rien, la constance est la seule chose qui te permet d'être évalué par ton écosystème. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à se réinventer, qui arrive en fait à chaque fois à surprendre, à attirer l'attention, à produire de la valeur, sera toujours quelqu'un qui fera la différence par rapport à un buzz éphémère. Il y a les étoiles filantes et les soleils. Et être un soleil, c'est pas la même chose qu'être une étoile filante. Donc, moi, je crois beaucoup en ça. Bien sûr, il faut pas minimiser tout ce que ça induit en termes de sacrifice. Parce qu'on parle de discipline, mais le sous-jacent, c'est du coup le sacrifice. Et au-delà du sacrifice, il y a aussi tout ce que ça implique aussi en termes de doute. Et le doute, comme le stress, je pense qu'il y a du bon doute et du mauvais doute. Et pour moi, ça reste comme pour le stress, un doute qui, tant qu'il n'annihile pas ta capacité à être proactif, est un bon doute. Par contre, à partir du moment où tu n'es plus en mouvement, là, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est toi, Sam, je crois qu'il m'a déjà dit que tu as la faculté de ressentir ce que les gens émettent. C'est-à-dire que tu peux être stressé par rapport à ce que les gens te disent, mais tu as la capacité de reprendre du recul pour te dire, bon, ok, il y a une personne qui m'a parlé. Je suis pas sûr en fait que ces ondes soient positives. Je sais plus comment tu l'avais formulé la dernière fois qu'on avait parlé. J'avais trouvé ça super intelligent parce que j'avais appris un truc. Et tu avais dit effectivement tout ce qui est doute et stress, c'est comment toi tu as l'interprétation de la personne qui est en face. Et c'est quelque chose aussi que tu travailles un petit peu au quotidien par rapport à ça. Ouais, ben là on parle d'intelligence émotionnelle et situationnelle. Oui, c'est ça que tu avais dit exactement. Qui sont deux formes d'intelligence importantes qui aujourd'hui, et je reviens sur mon sujet des soft skills qui valent des hard skills qu'on évoquait tout à l'heure, aujourd'hui il est essentiel de comprendre ses interlocuteurs, de comprendre, d'être dans cette posture d'empathie que j'évoquais quand on est dans des effets de réseau, parce qu'en fait on a tous un quotidien qui est différent, des vies distinctes, des parcours de vie différents, des trajectoires aussi différentes, et donc on ne peut pas se targuer de pouvoir se dire « Ah ben lui, il est comme moi, il pense comme moi. » Ça, c'est une énorme erreur. Et plus, en fait, tu es dans cette logique de « Ok, lui, je sais qu'il vient de là. Cette semaine, en plus, il a vécu ça. Dans les prochains mois, il y a ça qu'il a... S'il me parle de cette manière-là, comment je fais pour prendre suffisamment de recul pour dire « C'est ok,
et faire en sorte qu'ils se sentent mieux. Tu sais, en plus, les gens, généralement, on vit dans un monde où les gens gardent plus en tête ce que tu leur fais ressentir que ce que tu leur dis. Ah, c'est vrai. Et donc, l'émotion, aujourd'hui, est quelque chose qui est essentiel. C'est pour ça qu'on parle d'expérience, de plein de choses, mais l'émotion, c'est ce qui fait vivre aussi les gens. Tu vois, c'est le sel de la vie. Et le fait d'être en capacité d'être un hyper intuitif, un hyper sensoriel, sur la capacité à capter, c'est finalement à les mettre au bénéfice du collectif, soit en réduisant la pression, soit en faisant en sorte de la dompter. Ça, c'est des choses qui sont très utiles dans le business, ouais. Et pas que, hein. Même dans la vie familiale. Je suis sûr que là, on sort des fêtes de Noël. Il y en a plein qui ont ces skills, qui ont réussi à faire en sorte que le dîner de famille se passe bien. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est sûr. Et puis d'autres, c'est la... Ou d'autres qui n'ont pas réussi. Et là, le dessert était un peu moins bon. Ouais, c'était, la dinde, elle était pas ouf. Tu as parlé juste avant de la discipline. Je reviens un peu là-dessus parce que c'est quelque chose sur lequel tu es bon. La discipline avec le réseau. Ouais. Mettons-nous dans la position d'un jeune entrepreneur qui démarre, qui n'a pas de réseau. Ouais. Qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Par quoi ? Alors, soit tu te mets à la place de quelqu'un qui démarrait. Est-ce que tu ferais le même parcours que toi, tu as déjà fait ? Ou tu ferais peut-être les choses différentes. Et si, par exemple, je suis un auditeur qui écoute, je viens de me lancer, je suis dans une société dans le Web3, je connais personne, je viens pas de Paris et je suis d'ailleurs. Par quoi je commence pour développer du réseau ? Pour développer du réseau, j'irai sur les espaces communautaires, qui soient virtuels ou physiques. Donc, j'intégrerai des boucles Discord. Je suivrai en fait toutes les communes qui sont structurées par les grands projets. Okay. Parce que dans ces communes-là, il y a des personnes qui peuvent être potentiellement mon futur associé. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a des communes qui sont complètement digitales. Et après, il y a aussi des événements physiques qui sont d'ailleurs un peu partout en France, hein, pas qu'à Paris. Après, je pense qu'il y a quand même des gros temps forts à Paris qu'il ne faut pas louper. Je pense notamment à la PBW, je pense à l'ETHCC, qui sont quand même, ou à NFT Paris aussi, qui sont quand même les 3 gros événements où si tu es dans le Web3 et que tu es un entrepreneur sérieux du Web3 et qu'au bout d'un moment, ça fait des mois que tu bosses sur ton projet, tu n'as toujours pas passé sur ces événements-là, bon, soit ça veut dire que tu es vraiment un loup solitaire et que ton associé le fait, soit tu es en train de louper pas mal d'opportunités. Donc moi, c'est un peu ça. Et puis après, créer du lien. Ce qui est bien, c'est que tout ce qui est écosystème Bootstrap et autres environnements collaboratifs, tu peux aussi, si tu n'es pas forcément dans l'intelligence émotionnelle, te faire du réseau en fait, sur du fond. Et ça, c'est vraiment bien. Tout à l'heure, je parlais des smart roll-up. Et notamment, il y a une grosse communauté, notamment sur les SDK roll-up, qui est très, très structurée. Donc ça peut être pas mal aussi d'arriver sur du fond, de la technique, et de te mettre en synergie avec des mecs, de trouver des nouvelles formules mathématiques qui permettent de faire progresser tout le mouvement. C'est hyper puissant. Donc moi, j'irais plutôt sur des effets de réseau de ce type. Et après, je pense que l'autre manière, c'est de faire du feed and nurture, comme sur les réseaux sociaux, et mettre de la valeur pour qu'il y ait de l'attraction qui vienne vers soi. T'appelles ça comment ? Feed and nurture. Je connais pas du tout. En fait, c'est nourrir ton audience et attire-la. Ok. Et c'est très simple. Demain, tu es un expert en DeFi. Là, on est au début d'année. Tu peux faire tes prédictions sur les 10 game changing de la DeFi sur LinkedIn ou d'autres endroits où tu peux poster. Et derrière, c'est sûr que si c'est posté et que c'est visible de la commu, ou que tu le boostes dans le bon Discord, il y aura forcément 5, 10, 15, 20, 50 personnes, en fonction de la qualité de ton papier, qui vont revenir te voir, soit pour te poser des questions, soit pour apporter un angle additionnel, soit pour juste te connaître. Et donc, cette logique aussi d'émettre du contenu pour attirer des opportunités, elle est essentielle. C'est le fonctionnement de nos réseaux sociaux actuellement. Et je pense qu'on peut la reproduire à l'échelle individuelle, puisqu'on est tous des marques personnelles. Ouais, personal branding. Ouais, c'est clair. Et je pense aussi, qui fait partie de l'équation, on ne l'a pas mis en avant, mais ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même le fait de dire ok, je vais créer du réseau, mais il faut que j'ai une compétence, il faut que j'ai quelque chose quand même dans les mains, il faut que j'ai un cadeau, quelque chose à démontrer. Si c'est juste, oui, je vais faire du réseau pour faire du réseau. C'est ça. Tu vois, tu dis, ok, si je suis expert DeFi, je donne, etc. Ouais,
Ouais, mais même un influenceur, oui, alors il peut Il a émettre une des expertise, jugements, hein. mais oui, c'est quand même. Ouais, ouais. C'est une forme C'est une forme d'expertise, d'expertise aussi. capacité à mettre en musique et en lumière ce qui se passe dans une marque, c'est important. Et donc, il y a aussi des pratiques, des codes, des ruptures aussi de pratiques, parce que les features évoluent et autres, qu'il faut partager à des audiences, qu'il faut partager à ses pairs. Et ça, c'est une manière aussi de pouvoir se positionner en leader d'opinion C'est vrai. sur ces sujets. Ouais. Pour des gens qui sont un peu plus clivants, qui arrivent à avoir un discours bien tranché, des opinions bien affirmées, etc. C'est ce qui aujourd'hui, en tout cas, crée beaucoup de viralité sur les réseaux. C'est les gens qui sont capables de dire, moi, mon avis, c'est ça, ou je suis contre ça, je suis pour ça, et de vraiment être solide, entre guillemets, sur leurs propos. On a vu qu'en tout cas, sur ces derniers mois, dernières années, toutes les personnalités qui ont été très clivantes, des fois au détriment, je pense, de leur image même, qui cherchent vraiment ça. En tout cas, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et une question, on en parlait avec Jean. Créer du réseau, en fait, moi je suis convaincu qu'on peut vraiment créer beaucoup de réseaux de façon digitale, mais rien ne remplace le physique. Bien sûr. Quel est ton avis un petit peu par rapport à ça, ou quelle est un petit peu la formule si, comme tu dis, peut-être on n'est pas de Paris, on n'est pas là, on n'est pas au cœur, on ne peut pas aller serrer des mains tous les jours. Bien sûr. Tu as parlé des communautés Discord. Quel est un petit peu ton avis là-dessus sur la partie physique digitale du réseau? C'est une très très bonne question. Pour moi, aujourd'hui, le réseau, il est figital, clairement. Parce qu'en fait, c'est quand même bien de faire du réseau physique dans ton pays avec des gens qui ont la même culture. Et même si tu n'habites pas à Paris, voilà, il y a quand même des formes de mobilité qui font que sur des gros temps forts comme ceux que je mentionnais, tu peux dégager du temps et te mettre en synergie. Donc ça, je pense que sur des gens qui ont la même langue que toi, les mêmes valeurs, plus ou moins le même parcours, mais en tout cas qui ont les mêmes codes que toi, c'est essentiel que tu te mettes en interface physique avec eux. Et après, tu peux développer tout un réseau. Moi, il y a des gens avec qui je parle depuis 10 ans que j'ai jamais vus physiquement. Et on se parle depuis 10 ans. Parce qu'en fait, on a les mêmes centres d'intérêt et dans des écosystèmes qui font beaucoup de prospective. Et donc, son angle de vue, qui n'est pas de la même culture que le mien, m'intéresse énormément parce que m'apporte aussi une richesse que moi, je lui apporte inversement. Et donc, c'est là où je pense que le réseau à l'international aussi peut se faire. Bien sûr, s'il peut être ponctué de temps en temps de rencontres, c'est top. Mais en tout cas, ça se fait très bien d'avoir des contacts, surtout dans des approches communautaires, pionnières, comme les écosystèmes où on est, où finalement, c'est n'importe qui aux quatre coins du monde qui participe et qui porte sa pierre à l'édifice. Ça, c'est tout à fait faisable aussi. Donc pour moi, le réseau, il est figital et il le deviendra de plus en plus. Et quand il y aura des environnements immersifs qui nous permettront de reproduire au plus près ce que c'est de se voir en vrai, je pense que là, il y aura un gros potentiel, même au niveau event, niveau communauté, pour faire des trucs stylés. Dans le métaverse. Métaverse, ouais, bien sûr. Mais aussi le gaming. Pour moi, le premier endroit où moi, je me suis fait des amis à l'étranger, c'est dans le gaming, tu vois. J'ai joué à WoW pendant longtemps. J'ai des potes de WoW qui sont passés sur d'autres jeux et ou même qui ont arrêté de jouer, que j'ai rencontrés avec juste mon micro-casque. Et les relations étaient fortes et étaient intenses parce que vous avez vécu des choses ensemble. Bien sûr. Et on se suit sur Insta et on souhaite les anniversaires. Et c'est trop stylé. Il y a beaucoup de réseaux qui se fait dans le gaming. Bien sûr. C'est fou. Alors moi, c'est un milieu que je ne connais pas trop. Enfin, je suis pas du tout du gaming. Les jeux vidéo, j'en ai jamais fait et tout. Mais par contre, à chaque fois qu'on parle à des gens, surtout des devs, des gens qui viennent de la tech, ils ont tous déjà joué à un jeu vidéo. Ils ont fait du réseau comme ça. Ils ont parlé avec des gens. C'est vraiment impressionnant le gaming. Parce qu'au final, les gens, t'es ensemble dans une quête, dans quelque chose. Et on vit des émotions. On parlait d'émotions on est des êtres émotionnels, on vit des émotions avec quelqu'un et c'est ça qui fait le contact entre les gens et qui lie les gens. C'est, on dit tout le temps, les gens ont tendance à dire, avec cette personne-là, on a vécu des choses, on est lié à jamais et au final, même si c'est du digital, entre guillemets, c'est vrai que ça compte aussi quand même. Bien sûr. Mais si c'était des moments de stress dans WoW pour passer les niveaux, c'est quand même des émotions. Effectivement, c'est clair. Trop bien. De ton côté, Sam, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour
pour conclure, pour voilà, rajouter quelque chose peut-être que tu n'as pas dit, que tu voudrais partager, Ouais. ou un petit mot. Ben, moi, c'est plus des conseils que j'aimerais Ouais. partager. Pour moi, je pense qu'il faut entreprendre sa vie pour se réaliser. C'est important de rester en mouvement. On est dans un monde empreint d'incertitude, où même nos dirigeants, même les régulateurs, on l'a vu pendant la pandémie, n'arrivaient pas à avoir à plus de 12 mois. Donc, c'est OK si vous n'avez pas la science infuse. En revanche, c'est pas OK si vous restez Immobile. sur vos acquis ou immobile. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un champ des possibles qui est immense, surtout dans nos réseaux de la tech et du Web3. Je pense que c'est important d'être dans une logique d'émission de contenu, de valeur ajoutée, de discipline, de rigueur, comme on l'a évoqué. Et si ces quelques ingrédients sont mis bout à bout, en fait, sky is the limit. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel de me dire que, ben, en fait, un mec qui est né dans un bidonville comme Lakshmi Mittal peut devenir CEO d'une des plus grosses boîtes du monde, au même titre que un jeune de 20 ans peut créer une entreprise qui crée des dizaines et des dizaines de millions d'euros de revenus ou des milliers d'emplois. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de normes. Le Web3, je pense, l'a prouvé. On a hacké le système, continuons à le faire, toujours en créant de la valeur, toujours au service du bien commun et de la communauté. Et je pense que si on reste dans ces valeurs-là, les choses vont plutôt bien se passer pour la suite. Ouais. Très intelligent, ouais, c'est super pertinent. Effectivement, je pense qu'il faut tout le temps rester en mouvement et merci pour ça. Moi, j'ai une petite chose pour la fin. Ouais. Comme c'est notre premier podcast en vrai, Ouais. on voulait t'offrir notre premier livre. Bah, Lupo, je te laisse Yes. le passer à Sam Merci et le beaucoup. montrer à la caméra. Merci beaucoup. C'est notre premier livre qu'on a fait sur la tokenisation. tokenisation. Et bah, voilà, on voulait te l'offrir parce qu'on sait que tu es de l'écosystème Yes. et que tu connais ça. Donc voilà, c'était notre premier cadeau. On pouvait t'offrir plein de choses, mais tu as déjà tout et tu n'as pas besoin de nous. Donc on voulait te donner un petit bout de nous pour fêter ce Merci premier beaucoup. podcast. Merci beaucoup. J'adore lire, qui plus est. Et le sujet de la tokenisation est un sujet essentiel. Donc, vous pouvez être sûr qu'il sera lu et je vous enverrai mes commentaires. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Sam. Trop bien. Merci à vous. Merci. Merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Merci Sam. Vraiment très heureux d'avoir été avec vous. Et on se dit à très bientôt pour un épisode de Token Talkers. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. À très vite.
Et on se dit à très bientôt pour un épisode de Talk and Talkers.